Bonjour à tous, c'était une belle idée, regrouper équitablement les agriculteurs au sein de coopératives. Mais on va voir que ce système a parfois dérivé, filialisation, concentration, gestion opaque. Vous allez nous expliquer ça, Anne-Laure Chouin, bonjour. Bonjour. Et puis nous recevrons la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Elle nous fera part des critiques que les auditeurs ont pu formuler sur certaines de nos enquêtes. Enfin, nous serons en duplex de Lyon avec Nicolas Barrican du site d'investigation Médiacité. Bonjour également. Bonjour. Alors vous avez enquêté sur les coulisses de la guerre que se livre désormais le maire de Lyon, Gérard Collomb, et son ex-dauphin, David Kimmelfeld. France Inter. Secret d'info, Jacques Monin. C'est quoi une coop agricole ? C'est une entreprise créée par des agriculteurs qui leur appartient et qu'ils dirigent eux-mêmes. Et comment ça fonctionne, une coopérative agricole ? C'est une entreprise où la personne prime sur le capital et qui pratique la démocratie. Voilà, c'était un extrait d'une pub sur les coopératives agricoles que vous pouvez d'ailleurs trouver sur YouTube. Ce système de regroupement ne présenterait, on l'entend, que des avantages. Il serait vertueux, il profiterait à tous. Sauf que si on y regarde d'un peu plus près, on tombe d'assez haut, Anne-Laure Chouin. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi, mais avant ça, dites-nous, quand on parle de coopérative agricole, on parle de quoi ? Alors ça représente près de 40% de notre secteur agroalimentaire, c'est donc très important. Vous avez tous certainement déjà acheté une marque détenue par l'une de ces coopératives. Le sucre Béguincet par exemple, les yaourts Yoplait, le lait Candia, la baguette Campaillette ou encore le jambon Brocéliande. 3/4 des agriculteurs y adhèrent et elles emploient près de 180 000 salariés. Ouais, donc elles sont très importantes et ce qu'on entendait dans la pub, Anne-Laure, c'est que ce regroupement de coopérateurs, il s'appuie sur des valeurs. Oui, la coopérative, c'est censé être une entreprise qui appartient aux agriculteurs collectivement et dont ils gèrent eux-mêmes la stratégie, regroupée sur le principe un homme, une voix. Et puisqu'elles n'avaient pas les mêmes armes que des sociétés commerciales, ces coopératives, elles ont été dispensées de payer l'impôt sur les sociétés. Ah oui, pas d'impôt sur les sociétés, ce qui n'est pas négligeable. Sauf qu'entre les belles idées et la réalité, il y a parfois un gouffre. Et ce gouffre, on en a eu un exemple récent qui a beaucoup fait parler dans le milieu agricole, c'est celui de la coopérative sucrière Tereos. Alors, faut expliquer, Tereos, c'est quoi ? C'est la deuxième coopérative agricole française, un chiffre d'affaires estimé à près de 4,5 milliards d'euros. Elle produit du sucre, le sucre qui connaît en ce moment une crise. La coopérative s'est retrouvée en difficulté. Certains administrateurs de Tereos ont demandé des comptes à la direction de la coopérative et ils l'ont payé cher, nous dit Thibaut Guillemin, l'avocat de ces agriculteurs. Mes clients ont à un moment donné lancé l'alerte. Lorsqu'ils ont compris qu'on leur demandait simplement de siéger et d'approuver ce qu'il y avait à approuver sans trop poser de questions, ils se sont décidés à ouvrir ce débat de manière publique et ça a conduit à leur exclusion. Ça a conduit à leur exclusion qui était une mesure extrêmement violente prise par le conseil de surveillance. Un agriculteur se faire exclure d'une coopérative à laquelle il livre l'intégralité de sa production, c'est simplement l'arrêt de mort de son exploitation. Ouais, l'arrêt de mort, il ne mâche pas ses mots, cet avocat. Mais sur le fond, Anne-Laure, est-ce qu'il y a vraiment un souci dans la gestion de cette coopérative ? Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, la coopérative affiche un gros déficit. Et une autre personne qui s'est intéressée au compte de Tereos, un agriculteur et conseiller départemental d'Indre-et-Loire, Vincent Louot, lui aussi a découvert des choses surprenantes. Quand on m'a demandé de m'intéresser au cas Tereos, je ne croyais pas ouvrir une structure financière aussi complexe avec une centaine de filiales, avec une structuration qui passe par la Belgique et le Brésil. Et c'est vrai qu'on ne voit pas dans les comptes apparaître depuis les 3 dernières années de remontée de dividendes vers la coopérative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les filiales ont des réserves financières qui sont de l'ordre de 700-800 millions d'euros minimum. Et cet argent a été prêté pour un développement à l'étranger. Dans les comptes des filiales, il n'y a pas d'argent qui remonte vers la coopérative. Pas d'argent qui remonte, mais ça se fait comment ça ? Le problème, c'est qu'il n'y a aucune transparence et Tereos n'a pas souhaité répondre à mes sollicitations. Mais c'est aussi le cas pour certaines des plus grosses coopératives agricoles françaises qui détiennent désormais des dizaines et des dizaines de filiales à l'étranger. Or, ce qui se passe dans ces filiales, les agriculteurs ont souvent du mal à le savoir. C'est ce que constate aussi Chantal Chomel, qui a longtemps été fiscaliste
économiste et juriste pour COP de France, l'organe représentatif des coopératives agricoles françaises. Évidemment, dans les filiales, il y a un peu une boîte noire, je dirais mécaniquement, parce que la gestion de la filiale, elle a sa propre logique, et ce qui va remonter à la COP, il y a plus ou moins de transparence. Ouais, plus ou moins, c'est un euphémisme. Mais comment est-ce qu'on est passé, Anne-Laure, d'un système transparent, finalement, à ce système de filialisation à l'étranger ? Eh bien, ces coopératives ont dû s'adapter au développement de l'agriculture française en général, donc à sa mondialisation. Pour rester dans la course, il a fallu exporter les productions, transformer de plus en plus les produits. Et pour ça, on a créé des filiales de droit commercial à l'étranger. Pierre Louot est agriculteur et sénateur UDI d'Indre-et-Loire et il trouve ce développement assez logique. Les coopératives ne faisaient pas le poids par rapport aux gros négociants privés. Donc il y a eu une restructuration qui était plutôt logique à un moment. Mais en même temps, ils ont pris un peu une boulimie de développement. Ils voulaient devenir les premiers en matière de la coopérative dans le pays. Après, elles se sont dit, on a aussi des concurrents. Quand les concurrents privés sont à vendre, on rachète. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais, donc on a beaucoup investi et certaines coopératives se sont transformées en véritables géants de l'agroalimentaire. Oui, avec des chiffres d'affaires qui se comptent en milliards d'euros. C'est le cas de Tereos, on en parlait, mais aussi de Sodial, qui détient de nombreuses marques de produits laitiers, dont Yoplait. Il y a encore la Cooperl, qui élève, abat et transforme des porcs bretons, ou bien encore la plus grosse coopérative française, InVivo, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle détient notamment les magasins Jardiland. Bref, peu à peu, certains de ces groupes sont devenus des mastodontes, explique Xavier Hollands, docteur en sciences de gestion. Si on devait faire un comparatif, à l'heure actuelle, suivant les années, on aurait les 3 ou 4 plus grandes coopératives françaises intégreraient le CAC 40. Donc les 40 plus grandes entreprises cotées sur le marché parisien. Grosso modo, quand on prend les 50 premières coopératives françaises, elles pèsent quasiment 80% des coopératives, de l'ensemble des 2400 coopératives. Donc il y a aussi un phénomène de concentration. Oui, une concentration qui s'est opérée avec une forme de bienveillance, on peut dire, des autorités. Oui, ce sont effectivement les autorités qui ont permis aux coopératives de créer des filiales dans les années 90 avec plusieurs lois sur la filialisation donc des coops. À l'époque, on jugeait nécessaire de leur donner les moyens de se développer. Mais dans le même temps, on ne s'est pas doté de moyens de contrôle. On a donc un système qui fonctionne sans gendarmes, et ce depuis près de 30 ans, explique encore la fiscaliste Chantal Chomel. Le législateur n'a pas accompagné cette évolution. L'accompagnement juridique du groupe coopératif, il est arrivé avec la loi de 2014 qui a introduit une obligation de faire un compte-rendu de l'activité des filiales et puis renforcé par la récente ordonnance du 29 avril qui demande de détailler la liste de ces filiales et de donner les rapports des commissaires aux comptes de ces différentes filiales. Donc ça c'est récent et c'est même pas encore rentré en vigueur. Ah oui, donc on n'est toujours pas obligé de rendre des comptes, ni aux autorités, ni aux agriculteurs ? Non, et ce qui rajoute à leur frustration à ces agriculteurs, c'est qu'ils ont parfois l'impression de ne jamais voir la couleur de l'argent qu'ils ont contribué à créer. Écoutez ce qu'en dit Véronique Le Floch, elle est éleveuse laitière, membre du syndicat Coordination Rurale, et elle a été quelque temps coopératrice pour Sodial. Regardez Yoplait, avec 19 000 yaourts vendus à la minute. Ça fait 4 000 euros de chiffre d'affaires à la minute. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de retour aux agriculteurs ? Yoplait fait partie de la coopérative Sodial. Mais n'empêche que les retours ne viennent pas consolider dans les faits ce que perçoivent les agriculteurs. Oui, donc elle a le sentiment que l'argent ne ruisselle pas, en quelque sorte. Mais ça, c'est un ressenti, Anne-Laure. Est-ce que pour autant, c'est une réalité ? Alors, la réalité pour Sodial, en tout cas, par exemple, c'était au moment de la grave crise laitière qu'ont connue les agriculteurs, des bénéfices à hauteur de 51 millions d'euros, des bénéfices dont 3,5 millions seulement ont été redistribués aux coopérateurs.
ce qui a conduit d'ailleurs à une fronde de la part de certains d'entre eux qui ont fini par quitter la coopérative. Et ce décalage entre les chiffres annoncés et la rétribution finale des agriculteurs, il est aussi pointé par des experts qui ont travaillé sur le sujet, comme Xavier Hollands. La valeur qui est créée donc dans ces dizaines voire centaines de filiales ne remonte pas forcément vers la coopérative. Il y a parfois une sorte de muraille de Chine qui est établie entre ces filiales et effectivement la coopérative. Et donc il y a de l'argent qui est créé, il y a des bénéfices qui sont créés en dehors de la COP et qui ne remontent pas forcément, qui ne reviennent pas forcément vers les agriculteurs. Et ça, c'est à la fois une source de frustration et d'inquiétude pour les agriculteurs. Ils ont l'impression qu'ils ont contribué à créer des groupes dont une partie de la valeur leur échappe notoirement. Et ce ras-le-bol de certains agriculteurs, il commence donc à se manifester, mais il est encore assez peu audible. Oui, parce que beaucoup d'agriculteurs se perçoivent comme partie intégrante de leur coopérative. Si on touche à elle, on touche à eux. Ajoutez à cela le fait qu'ils se sentent extrêmement fragilisés. Il faut rappeler qu'ils ne représentent plus que 3% de la population française. Et vous comprenez pourquoi la loi du silence prévaut, effectivement. Certains ont pu d'ailleurs l'expérimenter récemment, comme le sénateur Pierre Louot. Il a souhaité organiser au Sénat un débat sur la coopération agricole et ça n'a pas été simple. J'ai bien senti dans les 8 jours qui ont précédé ce débat les pressions sur mes collègues sénateurs qui leur demandaient de ne pas intervenir dans le débat ou de défendre leur coopérative. Les agriculteurs qui veulent s'intéresser de près à la vie de leur coopérative et qui ne sont pas tout à fait dans le discours officiel de la coopérative, sont mal vus, voire marginalisés, voire exclus de leur coopérative. C'était le cas chez Tereos. Donc je crois que tout ceci n'est pas très sain. France Inter. Secret d'info, Jacques Monin. Alors, on a vu que certaines coopératives agricoles sont devenues de véritables multinationales, tout en conservant un régime fiscal très avantageux et en échappant à tout contrôle de leurs filiales. Maintenant, on va voir, Anne-Laure Chouin, que d'autres travers affectent ces coopératives. Oui, et l'un de ces travers s'appelle clairement l'optimisation fiscale. Non seulement les coopératives, on l'a dit, ne payent pas d'impôts sur les sociétés, mais elles se débrouillent. En France. En France, tout à fait, mais elles se débrouillent parfois pour que leurs filiales à l'étranger aussi payent le moins d'impôts possible, comme le constate l'expert Xavier Hollands. Des coopératives qui ont développé des filiales de droit privé normalement doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés, sauf qu'en fonction du pays d'établissement de ces filiales, effectivement, c'est la législation locale qui va prévaloir. Et donc on peut avoir des montages, comme on le constate parfois dans d'autres logiques, comme des logiques bancaires, où on va installer des centres de profit dans certains pays pour bénéficier finalement de la législation la plus favorable ou la plus souple. Et là, on se rapproche plutôt de l'optimisation, de pratiques d'optimisation fiscale. Et on en a des exemples, Anne-Laure ? Eh bien, Tereos, par exemple, comme Sodial d'ailleurs, possède des filiales au Luxembourg. Sodial qui explique que c'est son partenaire américain General Mills qui lui a demandé de faire passer les bénéfices de Yoplait en Amérique du Nord par cette filiale luxembourgeoise. Ouais, le Luxembourg au taux d'imposition très faible. Mais ce recours aux filiales, il pourrait aussi avoir un revers, Anne-Laure, parce qu'à terme, certaines coopératives pourraient bien être contrôlées par des entreprises étrangères. Oui, c'est notamment ce que redoute le maire de Sigogné, Vincent Louot, qui a étudié donc de près le cas Tereos. Si un investisseur arrive, on peut très bien imaginer une absorption par la dette. Vous arrivez, vous prêtez 500 millions d'euros et au bout de 2 ans, vous demandez le remboursement, il n'est pas possible et vous dites vous me transférez ça en capital et automatiquement le nouvel actionnaire devient propriétaire de la SAS qui est une filiale de la coopérative. Et ça, je trouve que c'est très dangereux parce que notre outil industriel qui s'est accumulé dans les coopératives grâce notamment aux fonds européens pourrait être pris par des fonds souverains ou des fonds qui sont complètement extérieurs à l'agriculture. Et là, j'y vois un danger très réel. Un danger très réel, c'est-à-dire concrètement ? Eh bien, Tereos, par exemple, avec sa filiale brésilienne, est associé au géant brésilien du BTP, Petrobras, qui a fait face récemment à un énorme scandale de corruption. Sodial, de son côté, est associé avec le géant américain de la céréale, General Mills, et avec le leader chinois de la poudre
de lait, Sinutra. Cette évolution se heurte donc au principe même de la coopérative agricole qui consistait initialement à valoriser un territoire français et donc à préserver une certaine forme de souveraineté alimentaire. Oui, l'impression que tout ça donne au final, Anne-Laure, c'est donc que ce modèle qui semblait vertueux a peu à peu dérivé. Effectivement, oui, les coopératives agricoles sont censées suivre les principes de l'économie sociale et solidaire, mais elles ont, au fil du temps, utilisé tous les outils des multinationales. Pour le sénateur Pierre Louot, l'image des coopératives ne colle plus à la réalité de leur gestion. Je crois que les coopératives abusent un peu de la discrétion des paysans. Comme on est en coopérative, on est désintéressé, on travaille pour nos producteurs, et c'est le discours officiel. Et derrière, on utilise des méthodes plutôt capitalistes. On est entré dans ce jeu-là. Il faut se développer, mais moi je pense qu'il faut retrouver l'essence même des coopératives, sinon il y a un moment où on va se planter. On va se planter, mais rassurez-moi quand même, Anne-Laure, toutes les coopératives ne fonctionnent pas comme ça, non ? Non, là on a parlé ici des grosses, voire des très grosses coopératives agricoles, celles qui concentrent la plus grosse partie du chiffre d'affaires du secteur, mais il en existe une multitude d'autres, dont la taille est plutôt celle de PME, voire de TPE, et dont le fonctionnement, lui, le plus souvent, est transparent. Bon, vous nous rassurez un peu quand même, et on ne jettera pas donc le bébé avec l'eau du bain. Merci Anne-Laure Chouin donc pour cette enquête sur un milieu dont on parle assez peu finalement. Enquête très éclairante que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr, sur l'appli France Inter ou sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France.